Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Spontanée, le rendez-vous de Radio Soleil. On est ensemble et en direct jusqu'à 19h30 en compagnie de François Asselineau. Bonsoir, monsieur Asselineau. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Soleil. Durant cette heure et demie, on va échanger en compagnie de l'équipe des Générations Spontanées. Donc Rosa Méziane, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, monsieur Asselineau. Bonsoir. Et aussi Malik. Bonsoir Malik, Malik qui est tout. Oui, d'accord. On m'annonce plus correctement maintenant. Malik qui est tout. Voilà. Donc, bienvenue conseiller Malik. municipal de Saint-Maurice. Voilà, une très belle ville. Allez, on peut même préciser les Républicains. Allez, on peut le dire, évidemment. Voilà, donc entre autres, parce que. Entre autres, pourquoi entre autres? C'est pas ton activité à 100%. Ah non, Malik, bien sûr, oui, c'est vrai, bien sûr. Voilà, donc on le précise. Donc François Asselineau, donc de nouveau merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je me suis rappelé, là, on a commencé à, du moins la première fois que vous êtes venu chez Radio Soleil, c'était le 11 février 2014. Vous voyez, donc oui, et donc ça fait déjà 5 ans. Ça fait 5 ans et c'était en perspective des élections européennes. Donc là, ça fait 5 ans après. Et entre-temps, eh bien, notre mouvement politique est passé en 2014. On devait avoir à peu près à 1500 ou 2000 adhérents et c'était très... Alors, un petit peu plus. Ah bon, j'en ai un petit peu plus. Alors moi sur mes fiches j'avais 6000 déjà adhérents. 6000 adhérents. Oui, 6000 adhérents. Justement. Donc. Non, peut-être. Vous avez raison. Oui, vous avez. Alors je ne sais pas, j'ai pas vérifié. En 2000, ce que je sais, c'est qu'en 2011 on en avait 700 fin 2011. Donc effectivement, comme on avait quand même eu les élections, on devait peut-être être en effet à 5-6 000. Enfin, en attendant là maintenant, on en est à 33 600. Et puis, entre temps, nous avons participé. Vous le savez, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Et puis, nous avons été candidats dans 574 des 577 circonscriptions législatives. Aucun parti politique n'en a fait autant. Depuis le début de janvier 2018, nous avons été présents à toutes les élections législatives partielles, sauf celle de Wallis et Futuna. Nous avons été même le seul parti politique national à présenter des listes aux élections territoriales de Polynésie française. Et je peux vous dire qu'il fallait les trouver, les 73 candidats et candidates au Tuamotu Gambier, aux îles Australes ou aux Marquises. Et actuellement, eh bien, nous sommes maintenant en très forte croissance, même si nous sommes toujours quasi interdit des grands médias. Nous avons quand même une très forte croissance. On enregistre entre 20 et 40 adhésions par jour. Notre site internet upr.fr, je fais un petit peu de pub. Oui, allez-y, je vais pas tarder à vous interrompre. Notre site internet upr.fr maintenant est de très très loin le site le plus consulté de tous les partis politiques français. On s'est hissé aux dernières statistiques au 900e rang français, alors que le deuxième site après nous, c'est France Insoumise, qui est au 4700e rang. Le troisième, c'est Rassemblement National, qui est au 7700e rang. Et puis nous avons notre grande chaîne UPR, Union Populaire, sur YouTube, que nous allons transformer dans quelques jours en UPR TV et qui va franchir les 100 000 abonnés, ce qui quand même est beaucoup maintenant. C'est la deuxième chaîne la plus politique, la plus vue de France. Alors justement, je reviens sur vous, François Asselineau. Vous êtes président de l'UPR. Vous avez fondé le 25 mars 2007 à l'occasion des 50 ans du traité de Rome. Donc je pense que c'était pas un hasard. Ah non, c'était même délibéré. Mais pour en sortir, pour appeler les Français à en sortir. Et donc on va bientôt fêter les 12 ans, et d'ailleurs on va certainement les fêter à Londres, puisque nous allons, je l'ai dit, on va faire une grande opération le 29 mars prochain. Le vendredi 29 mars, nous avons réservé une grande salle à côté de la Chambre des communes. Et le 29 mars, à 23h, si tout va bien, le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, juridiquement. Sur votre site, vous teniez un compte à rebours. Voilà, on tient un compte à rebours. Et donc, nous allons fêter ça avec des Britanniques et on en profitera pour fêter le 12e anniversaire de notre mouvement. Voilà, je complète la présentation. Donc, votre programme politique, c'est rassembler les Français en dehors du clivage droite-gauche pour faire sortir la France unilatéralement de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Votre credo, vous dites si ça a changé depuis, rétablir l'indépendance de la France et la souveraineté du peuple français. Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça ne peut pas changer d'ailleurs, puisque c'est non seulement inscrit... Comme ça a changé dans d'autres partis. Oui, mais nous c'est consubstantiel à la création même de l'UPR, puisque je l'ai voulu ainsi, ça a été inscrit dans les statuts même du mouvement, et j'avais proposé, ça avait été adopté lors du congrès fondateur, vous savez, on n'était pas nombreux, on était moins de 40 personnes au congrès fondateur, et j'avais proposé une charte fondatrice qui est toujours en ligne, et qui n'a pas été bougée d'une virgule, j'insiste là-dessus, parce que même, je crois,
mes plus ardents contradicteurs ne peuvent pas ne pas reconnaître quelque chose, c'est que le texte fondateur de notre mouvement, qui va avoir 12 ans d'âge, eh bien, si vous le lisez maintenant, il est encore plus d'actualité qu'il y a 12 ans, ce qui témoigne, je crois, de la pertinence et de la lucidité d'une pensée politique. Donc là, aujourd'hui, vous dépassez les 30 000 adhérents. D'ailleurs, il y a beaucoup de discussions sur un adhérent. Qu'est-ce qu'un adhérent dans un parti politique ? Entre celui qui paye, celui qui ne paye pas, celui qui est actif, qui ne l'est pas. Donc, alors nous avons 30 000 actifs qui payent, c'est ça ? Alors nous avons 33 600 adhérents au sens statutaire. On doit avoir à peu près 22 000 à 23 000 adhérents à jour de cotisation. Mais on reste adhérent pendant 2 ans, comme dans tous les partis politiques. Et ce que nous ne cessons de réclamer, c'est qu'il y ait une comparaison qui soit faite par une autorité indépendante sur le nombre d'adhérents exact de chaque parti, sachant qu'il y a effectivement divers critères. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas des fichiers quelqu'un qui n'est plus à jour de cotisation ? Parce qu'il y a des gens qui nous écrivent, qui nous disent « Écoutez, je suis plus que jamais convaincu, je n'ai plus les moyens. Est-ce que vous m'autorisez de vous payer dans 6 mois ? » On ne va pas les foutre à la porte pour ça. Et on a aussi quelques adhérents parfois qui ont donné 3 000 euros alors que l'adhésion est à 30 euros. C'est-à-dire qu'ils ont payé, en donnant 3 000 euros, ils ont payé l'équivalent de 100 années d'adhésion. S'ils nous disent, bon écoutez, il y en a, ils sont un peu, voilà, ils payent une fois tous les 3 ans, on ne va pas les mettre à la porte pour ça. Donc c'est quand même de la haute couture, il faut regarder ça minutieusement. À chaque fois que quelqu'un demande à sortir de l'UPR, ce qui est très rare, évidemment on le sort. Évidemment, il y a aussi des personnes malheureusement qui décèdent et lorsqu'on en est prévenu, on les sort des fichiers. Mais ce qu'on vient de publier, un dossier très intéressant, je crois, qui est, alors à mon avis incontestable, c'est les comptes qui ont été publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, c'est un organisme officiel, la CNCCFP, à partir des comptes certifiés par des experts comptables et validés par des commissariats aux comptes. Et là, on a pour tous les partis politiques français les recettes en termes d'adhésion et de cotisation. Et bien, si vous divisez ces recettes d'adhésion et de cotisation par le taux moyen de la cotisation, vous avez une bonne approche du nombre d'adhérents. Et donc, nous, ça confirme fin 2017 quand nous avions une 30aine de milliers d'adhérents. Si vous allez sur notre dossier, vous verrez des grosses surprises avec des partis politiques qui annoncent 4 ou 5 fois plus d'adhérents que ce qu'ils ont, puisqu'ils n'ont pas les recettes qui sont correspondantes. Alors, Malik Etou, pour la première question. Moi, j'ai pas de question, juste une réaction. Ouais, plutôt une réaction sur le sujet, parce que je comprends un petit peu l'approche que vous avez avec les adhérents, mais il y a quelque chose qui m'échappe, c'est plutôt ce qui est important, c'est les résultats dans les urnes. On peut prétendre avoir 60 000, 14 000, 50 000 adhérents, mais si dans les urnes ça ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a une problématique. Alors vous défendez, vous dites que c'est parce que vous ne passez pas dans les médias. Mais après tout, Asselineau, c'est l'UPR. Moi, je connais pas vos lieutenants. Il n'y a aucune personnalité qui ressort de votre parti, mis à part vous. Alors, ça n'est pas exact. Il y a plusieurs personnes que l'on essaie qui tiennent des conférences ou qui passent parfois dans des médias, notamment Charles-Henri Gallois pour les questions économiques, ou bien Vincent Brousseau sur les questions monétaires. Mais je me permets de vous faire remarquer que vous connaissez beaucoup de gens, vous, à part Dupont-Aignan, chez DLF, vous connaissez beaucoup de gens au Modem, à part M. Béraud. La même critique, je leur ai fait exactement la même critique à M. Dupont-Aignan, parce que de toute manière, quand je l'avais rencontré, je lui ai dit exactement la même chose. Mais ça veut dire que les partis... Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les élections. C'est-à-dire ce que vous représentez à l'Assemblée nationale, en mairie, au département, à la région. C'est ça aussi qui fait la force d'un parti politique. Ce sont aussi les personnes qui sont élues. C'est pas que les militants. Oui, alors, je termine déjà sur le premier point. C'est la personnalisation à outrance de la vie politique française. Si vous voulez, vous avez des prétendus très grands partis politiques. Vous connaissez pas grand monde, en définitive. D'ailleurs, à En Marche, vous connaissez qui, finalement ? Il y a qui à En Marche ? Il y a presque tout le gouvernement qui est En Marche. Oui, mais en gros, il n'y a pas un leader. D'ailleurs, et au Parti Socialiste, il y a qui ? C'est bon. On est dans une situation où les partis politiques sont en pleine nécrose. Alors, maintenant, vous avez raison, vous parlez des élections, des résultats des élections. À l'élection présidentielle, j'ai fait 0,92% des suffrages. Les toutes dernières élections législatives partielles auxquelles nous avons participé, dans l'Essonne, à Mayotte, etc., on a eu en gros entre 1,2 et 1,8%. On peut dire qu'actuellement, on est aux alentours de 1,5% des suffrages dans les élections législatives partielles. Je reconnais que ça n'est pas un score absolument colossal. Mais d'abord, c'est un score qui est en croissance, puisque ça n'est plus la même chose que 0,9 ou que 0,7 qu'on avait fait aux législatives. Je pense qu'on a à peu près doublé notre score. Mais surtout, je me permets d'insister sur le fait que
énormément de gens ne nous connaissent pas encore. Vous savez, depuis maintenant 2 mois et demi... Enfin si, quand on circule sur le périphérique, on a votre visage qui s'affiche un peu partout, Asselineau. Vous avez été candidat pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez plus vous défendre de ne pas être connu. Tout à l'heure, vous vous vantez... Enfin, il y a une forme de contradiction dans ce que vous dites, parce que vous vantez tout à l'heure d'être vu des milliers de fois sur YouTube par des milliers de personnes. C'est pas contradictoire du tout. Bah si, vous ne pouvez pas dire qu'à la fois, je suis plébiscité sur Internet, et de l'autre côté, moi, personne ne me connaît. Enfin, je veux dire, ça n'a... Non, mais ça n'est absolument pas contradictoire. Nous triomphons sur Internet, ça c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des scores. C'est quand même pas zéro de faire 1,5 ou 1,8% des suffrages. Mais avec l'affaire des Gilets jaunes, depuis maintenant 2 mois et demi, que cette affaire s'est développée, il y a énormément de gens qui ont repris la parole. Il y a, parmi les Gilets jaunes, ou parmi nos adhérents, il y en a qui sont Gilets jaunes, et les gens parlent beaucoup sur les ronds-points, parlent beaucoup d'Étienne Chouard, parlent de plus en plus de Lupin. Figurez-vous que dans notre mouvement, nous avons un standard qui reçoit très régulièrement, parfois des dizaines d'appels téléphoniques par jour, avec des gens, vous savez ce que les gens disent ? Ils disent « Ah ben, on connaissait pas ce monsieur, on connaissait pas ce parti ». C'est-à-dire que vous avez cette situation qui est quand même assez incroyable. Mais pourtant, vous avez participé au plus grand débat. Vous avez participé. Bah, sinon, c'est un monologue, c'est une tribune, et puis on vous écoute. Moi, je veux bien à un certain moment être sage, mais laisse-moi au moins un petit peu répondre à ça. C'était pas avoir plus de clarté pour les auditeurs. C'est très clair pour le coup. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez participé à l'un des plus grands débats télévisé, et vous étiez même à la place peut-être de Dupont-Aignan, qui a fait plus que vous pour l'élection présidentielle. Vous nous avez montré, vous êtes le seul aujourd'hui sur la classe politique française à proposer de sortir de l'Union européenne, parce que vous avez raison, Marine Le Pen ne voulait pas véritablement sortir de l'Union européenne, c'est pour ça qu'elle a un petit peu changé de Maintenant, elle ne le propose absolument plus, elle l'a bien confirmé. Donc pour le coup, c'est peut-être que les Français n'adhèrent pas à ce discours. Peut-être que les Français n'adhèrent pas à sortir de l'OTAN. Même si on pourra en discuter plus sérieusement tout à l'heure, sans que Bougema essaye de me censurer à ses grandes habitudes. Et ensuite, juste d'avoir un discours audible. Non mais que les auditeurs je comprends. Mais Monsieur Asselineau aujourd'hui est une personnalité connue, et il a un discours politique qui est très différent de tous les autres personnalités politiques. Mais peut-être que les Français n'adhèrent pas à votre discours, alors, Monsieur. Je peux répondre. Évidemment. Alors je vous réponds en disant que ce que je viens de vous dire. Nous avons énormément de gens qui appellent en disant je ne connaissais pas ce monsieur. Pourquoi ça ? Parce que lorsque j'ai été candidat à l'élection présidentielle, d'abord il y avait eu le silence radio total avant. Je suis comme sorti d'un chapeau. Oui. Je rappelle que Macron, par exemple, ça faisait 2 ans qu'on disait aux Français ce type est extraordinaire, il va redresser la France, c'est un génie. Moi, silence radio. Quand j'ai été candidat, à chaque fois, j'ai eu le service minimum prévu par la loi. À chaque fois que j'ai été reçu comme tous les commentateurs dans toutes les grandes radios télé disaient « Alors on dit de vous que vous êtes complotiste, conspirationniste, vous parlez comme Madame Le Pen. » C'est des bêtises. Non mais déjà, si vous voulez, ça c'était fait pour me mettre dans une position de défense sur la défensive et de détourner l'intérêt des auditeurs. Mais surtout, il y a un vrai scandale, mais vrai et qui ne me concerne pas que moi, c'est que à peine les candidats avaient-ils été connus, que les grands médias du pays se sont permis de dire qu'il y avait d'un côté les grands candidats et l'autre les petits. Et quand on dit vous étiez dans les grands. Vous étiez dans les grands. Ben si, parce que vous étiez sur le plateau où il y avait les grands. Monsieur Asselineau, il y avait Fillon, il y avait. Mais attendez, le grand débat sur TF1. Non, le grand débat, il y avait Fillon, Macron. On se demande pourquoi Macron était grand puisqu'il ne s'était jamais présenté à l'élection. Il y avait Macron, Fillon, Mélenchon, Madame Le Pen et Hamon. Voilà, c'était les 5. Et les 6 autres... Il n'y a même pas Dupont-Aignan. Non, les 6 autres n'y étaient pas, mais moi je n'y étais pas non plus. Non. Après, il y a eu le débat à 11, où effectivement, il y en a eu 2 débats à 11. Il y en a eu un avec comment s'appelle-t-elle, Rutel Krief et Laurence Ferrari. Ah, oui. Et il y en a eu un dernier avec Léa Salamé et David Pujadas. Donc j'ai été à ces 2-là. C'était lequel vous étiez avec Philippe Poutou ? Vous avez débattu, vous étiez avec Philippe Poutou ? C'était avec Rutel Krief, je crois, mais on était là, il y avait les 11. Mais c'est pas, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre. Moi, je le vois, par exemple, avec notre chaîne, nous avons une chaîne, je vous ai dit, on a 100 000 abonnés. Quand nous publions une nouvelle vidéo sur notre chaîne, dans les 24-48 heures qui suivent, on a un flux d'adhésion et d'abonnement à la chaîne. Mais si au bout de 3-4 jours, on ne publie pas,
ça a tendance à retomber. Et donc, ce qu'il faut dans la publicité, enfin, c'est comme des publicités, si vous voulez, c'est du matraquage politique. Et le problème qui s'est posé, c'est que début 2017, vous avez des chaînes de radio et de télévision qui se sont permis de dire qu'il y avait des petits candidats. C'était Dupont-Aignan, c'était Madame Artaud, c'était Monsieur Lassalle, c'était Monsieur Cheminade, c'était Monsieur Poutou et c'était moi-même. Et donc, on était des petits candidats. Il faut comprendre que pour beaucoup de Français, tous les Français ne s'intéressent pas passionnément à la politique. Si, on est un pays politisé, monsieur Asselineau. La France est un pays politique. Je veux dire, on parle toujours de politique. On est tellement politisé qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas de politique en France. Je peux vous dire que... Vous ne pouvez pas dire que la France n'est pas un pays politique. Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas un pays politique. Je dis que tout le monde n'est pas politisé. Il y a aussi des gens que ça n'intéresse pas. Je suis désolé, il y a aussi beaucoup de Français que ça n'intéresse pas ou que ça intéresse peu et qui, quand on leur dit ça, ne s'intéressent pas du tout aux petits candidats. Et il y a aussi un problème que j'ai découvert, c'est que pour beaucoup de Français, beaucoup d'électeurs, ils ont un peu tendance à confondre les élections avec le PMU. C'est-à-dire à se dire, moi je vais voter pour celui qui va gagner. Il y a ça aussi, pas tout le monde, mais il y a des gens qui se sont dit, je vais gagner, je vais voter pour lui. l'élection, voilà. C'est comme ça. Les Français votent ce qu'ils ont envie de voter. Non, malheureusement. Parce que le candidat est beau. On peut difficilement, comme ça, dresser des citoyens. C'est-à-dire que chacun vote en fonction, parfois de conviction, parfois par sensibilité, et puis parfois pour des choses qu'on ne comprend pas trop sur une émission. Et parfois parce que vu à la télé. Voilà. Moi, honnêtement, je vous ai découvert pendant les présidentielles, et j'en étais ravie, et je trouve que pour le coup, vous avez eu une très belle exposition pendant les présidentielles. Mais est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause à faire ? Parce que j'entends le fait que vous disiez qu'il y a une forme de boycott de la part des médias. Le moins qu'on puisse dire, puisque permettez-moi de dire que 21 mois, c'est-à-dire depuis le 21 avril 2017, nous avons eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur toutes les chaînes de radio et de télévision publiques, ce qui est une violation absolue de la loi. Non, mais vous avez je viens d'écrire à Mme Ernotte et au CSA de nouveau. Ça, je l'entends parfaitement. Mais vous savez, en commerce, quand on dit quand un produit se vend pas, c'est pas parce que le client est bête ou qu'il est mauvais, c'est peut-être aussi une question de marketing. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre profil ou dans votre proposition quelque chose qui gêne ? Il y a pas de malice dans ma question, c'est vraiment une interrogation. Parce que je me dis, on ne peut pas avoir une belle exposition présidentielle où clairement, on ne vous a pas ridiculisé, vous avez été quand même mis en avant pour votre technicité. Non, c'était dur. Non, parce qu'il a passé de plateau en plateau. Non, alors pour aller, je viens à votre défense, vous allez voir, c'est compliqué. Il est passé de plateau en plateau et ils ont passé le temps à essayer de lui faire comprendre qu'il était d'extrême droite. Il a dû passer au moins un quart d'heure, 20 minutes à expliquer qu'il n'était pas d'extrême droite. Ensuite, on l'a fait passer, il a dit il n'y a pas de programme. Qu'est-ce qu'ont retenu les Français ? C'est essentiellement que vous étiez quand même un personnage crédible, avec de la technicité. À la fin. Et ça, c'est vrai. En tout cas, c'est ce qu'ont retenu les Français, ce que moi j'ai retenu. Mais à l'extrême fin de la campagne, parce qu'il y avait aussi des journalistes d'ailleurs qui honnêtement ne me connaissaient pas et on leur avait dit de me taper dessus. Mais ce que je voudrais dire... Et vous êtes bien défendu. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que imaginez un instant que j'ai eu 1% du temps de parole, c'est pas moi qui le dis, c'est le CSA, et 1% du temps de parole, et qu'il n'a jamais été question de moi dans les commentateurs, pendant toute la campagne. Si vous voulez, vous aviez sur toutes les chaînes de radio et de télévision des émissions politiques avec des commentateurs qui commentaient l'évolution de la campagne et qui disaient voilà, Fillon est en train de s'effondrer, et puis alors Macron, il réunit des foules, franchement, il est quand même vraiment assez extraordinaire, est-ce qu'il va réussir son palais ? Moi, jamais. C'est-à-dire que je disparaissais. C'est-à-dire que non seulement j'ai eu 1% pour ce qui est temps de parole réparti entre les candidats quand M. Macron a eu 25%, mais de surcroît, il y avait toute une métacommunication, comme on dit, c'est-à-dire tout un discours de fond entretenu où je n'existais pas et où l'idée même que je développais, parce que vous savez, il y a quelque chose dont j'ai bien conscience. Ça fait 12 ans que je propose aux Français de sortir de l'Union européenne et ça fait 12 ans que je constate que des Français sont horrifiés par cette idée. Mais heureusement, je découvre que d'année en année, il y a de moins en moins de Français horrifiés et de plus en plus de Français intéressés. Et de ce point de vue, si j'ai pu être candidat à la présidentielle, c'est pour une seule raison, c'est parce que quand on a commencé à chercher les parrainages chez les maires, ou fin 2015, début 2016, ça ne passait pas, les maires disaient « je ne connais pas ce monsieur, je ne l'ai jamais vu, sortir de l'Europe, c'est pas facile ». Et ce qui nous a le coup de dynamisme, c'est le Brexit, le vote du Brexit par les Britanniques, parce que d'un seul coup, les maires des villages de France se sont dit c'est vrai, c'est vrai que c'est un sujet c'est un sujet qui est possible. Mais imaginez que
on est de nouvelles élections présidentielles, que j'ai 25% du temps de parole, qu'on dise de moi c'est le nouveau De Gaulle, il va redresser la France, etc. Et que Macron, il ait 1% du temps de parole et qu'on lui fasse ce que moi on m'a fait sur France Info. C'est-à-dire que quand je suis allé le 12 avril 2016, on m'a sommé de condamner les frappes de Bachar el-Assad contre sa propre population à Khan Cheikhoun que l'on venait d'apprendre. J'ai dit écoutez, moi je ne peux pas condamner, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a tellement de fausses informations pendant toute cette journée, et c'est encore vrai si vous allez sur le site de France TV Info, on a passé ma photo et là le truc avec un bandeau. Asselineau, candidat des conspirationnistes, point d'interrogation. Eh bien, imaginez la campagne où j'aurais 25% du temps de parole, où tous les journalistes en chœur, dans tous les médias, diraient c'est le nouveau De Gaulle, il va redresser la France, et que Macron, il est 1% avec marqué Macron, candidat des banques, point d'interrogation. Vous verriez le résultat. Ça a été aussi le discours de Macron qui a expliqué que les journalistes, au début, ont commencé à parler de bulles avec le En Marche, qu'il n'était pas crédible, et puis ensuite, on a commencé à titrer il n'a pas de programme pendant des semaines et des semaines, et puis ensuite on a dit ah bah si, au final il a un programme, mais il veut rien dire. Enfin, Jacques, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est exactement ce que reproche et ce qu'a reproché pendant des mois Emmanuel Macron, alors que quand on vous entend, on dit bah non, au final ils l'ont mis en lumière. Donc des articles où on a quand même bien savonné la planche à Emmanuel Macron pendant tout son démarrage, pendant toute son entrée en matière. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui il ferme la porte de l'Élysée aux journalistes parce qu'il est assez rancunier. Franchement, excusez-moi, je ne peux pas laisser passer ça. Qu'il y ait eu de temps en temps une légère critique contre Macron dans les médias, je suis d'accord, mais on n'a jamais vu, je crois, en France, un tel déferlement de panégyrique et d'extase de l'ensemble des grands médias pour le candidat. On ne peut pas dire le contraire. Alors évidemment, de temps en temps, il y avait une petite pointe de poivre ou de piment pour être un... Ça n'a pas démarré par l'extase. Ça n'a pas démarré par l'extase. Peu importe, on ne va pas refaire le mal. L'idée de dire quand même que indirectement, il y a eu aussi ces arguments sur Macron, sur la bulle de Macron. Mais finalement, les médias s'étaient pas trompés. Regardez aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est dans la panache. Enfin, si on passe sur les gilets jaunes, on se rend compte que finalement, peut-être va en parler. Ça fait partie peut-être que notre système aussi démocratique est un peu affaibli, parce que aujourd'hui, si on regarde un petit peu la République en marche, et c'est ça qui m'inquiète, parce que à la rigueur, il faudra avoir votre œil d'expert sur le sujet, parce que la République en marche a été classée première à l'élection européenne selon les sondages. Oui, alors moi, les sondages. D'abord, moi, je vais parler un petit peu de mes propositions. Premièrement, sur l'élection présidentielle, on devrait revenir au système de 1965, le décret du 16 avril 1964. Exactement le même temps de parole pour tous les candidats, point barre, puisque nous avons la même légitimité. Bon, Deuxièmement, parce que ça a été travesti ensuite par les grands partis. Deuxièmement, une limitation... Juste sur ce premier point, François Asselineau, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement, qu'on peut facilement mettre en œuvre ? C'était comme ça. Je sais que j'ai dû vous entendre dans une interview, vous expliquer que j'ai du temps de parole, mais à des heures de basse écoute. Oui, mais il faudrait essayer de trouver, pour pondérer tout ça, comment ça... Mais il faudrait que tout le monde ait le même temps de parole. Et au même moment, à la même... Oui, enfin pas... moment, je veux dire, à des heures de grande écoute. Mais est-ce que vous vous rendez compte que j'ai eu 1% quand Macron a eu 25% ? Mais vous faites élire un cheval avec 25% ou un âne en l'espèce. Donc vous ne pouvez pas... Écoutez, tout le monde le sait. D'ailleurs, le plus extraordinaire, c'est lorsque j'ai vu Macron au moment de la réélection de Maduro en mai 2018. Vous avez vu Macron qui a protesté contre l'élection de Maduro. C'est au Venezuela que ça se passe. On en touchera peut-être un mot tout à l'heure, en disant que Maduro, l'élection avait été truquée parce que tous les candidats n'avaient pas eu le même temps de parole. Non mais j'ai failli prendre mon poste et le balancer par la fenêtre. Donc c'est quand même incroyable. Tout le monde, tous les politiques savent que c'est comme ça. Et moi je pense qu'il faudrait également interdire les sondages. Parce que les sondages, moi je sais combien ça coûte un sondage. Il faut payer. Et plus vous payez les sondages, et plus, comme par hasard, vous êtes cité, voilà. Nous on a de nombreux adhérents qui ont signalé, qui nous ont téléphoné pour nous dire qu'ils ont été appelés par des instituts de sondage qui leur demandent « Vous avez voté pour qui l'année dernière, en 2017, parmi les candidats ?» Donc là, il y a les 11. Et pour les européennes, vous vous apprêtez à voter pour qui ? Et quand ils disent UPR, ils disent « Ah ben, j'ai pas sur ma fiche. » Ils n'ont pas sur leur fiche le parti qui est le plus consulté de tous les partis politiques sur Internet. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que ces instituts de sondage fassent ça ? Je dis que moi, ça devrait être interdit, les instituts de sondage, parce que moi j'ai vu de très nombreuses personnes
dans la rue qui m'abordent, de gens qui me disent « Ah, vous êtes formidable, c'est vraiment bien, continuez, on vous soutient. » Vraiment, c'est incroyable. Et quand je dis « Est-ce que vous avez voté pour moi ?» il y en a quelques-uns qui me disent, mais il y en a beaucoup qui disent ils se regardent les chaussures. Je dis « Vous n'avez pas voté pour moi ?» Ils me disent non, vous comprenez ?» Je dis non, je comprends pas. Ils me disent j'ai voté utile. J'ai dit c'est quoi voter utile? Ils ont voté en général soit Le Pen, soit Mélenchon. Et j'ai dit mais pourquoi vous avez voté ça? Parce que les sondages montraient bien que vous aviez aucune chance. Donc, vous savez, ça a été théorisé par les Américains, ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à force de mettre dans la tête des gens que quelqu'un va faire 1%, les gens se disent il est vraiment très très bien, mais je ne vais pas voter pour lui, je vais voter pour celui qui va gagner. C'est pour ça que je parlais d'un exemple du PMU. Mais là, pour les européennes, parlons-en, je suis tête de liste pour les européennes. Je vais avoir des soutiens de personnalités connues. Nous allons proposer aux Français une liste pour sortir de la France de l'Union européenne, de l'euro. Nous n'avons jamais eu de députés au Parlement européen. On ne va pas envoyer encore des députés LR au Front National ou Mélenchon, ça fait 15 ans, 20 ans. Le Front National, ça fait 35 ans que M. Le Pen... Et ça veut dire donnons la parole à d'autres personnes. Et surtout, j'insiste auprès des auditeurs... Attendez, j'insiste... Voilà, attendez. Je vous laisse, mais après... J'insiste auprès des auditeurs, je termine ma phrase. J'insiste auprès des auditeurs sur le fait que les élections européennes, c'est un seul tour, c'est à la proportionnelle intégrale, et que si l'on dépasse 5%, nous aurons au moins 3 députés d'un coup. Donc ça veut dire que ça vaut vraiment la peine, cette fois-ci, de ne pas voter pour Pierre, Paul ou Jacques, cette fois-ci de ne pas tenir compte des sondages bidouillés. Ça veut dire que cette fois-ci, tous ceux qui pensent qu'il faut donner un grand coup de renouvellement dans la scène politique française, et puis tout le monde sait bien que le Parlement européen, c'est une tribune, mais ça n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, à la limite, faites-vous plaisir. Vous voulez que l'UPR puisse enfin être entendu et que ces analyses puissent être discutées, votez pour l'UPR, vous n'avez que des choses à y gagner. Alors Malik. Très bien, merci. Tu vois, j'ai vu l'échange, Malik, on donne la parole. Habituellement, je suis pas aussi sage, je vous assure. Il est très enthousiaste. Non, pas du tout. Non, mais parce que bon, moi, je suis ravi de parler avec vous de l'Europe. Pour le coup, je vous assure que finalement, j'avais demandé à Bougema qu'on ait un débat sur l'Europe, et puis il m'a dit tiens, on va inviter M. Asselineau. Moi, je dis c'est une excellente idée. Enfin, je veux dire, vous êtes pour moi la meilleure personnalité pour parler de l'Europe. Quand vous dites que vous voulez vous présenter à l'Union européenne, moi, M. Asselineau, je comprends pas. Vous voulez sortir l'Union européenne? Non, faites pas ce coup-là. Ah si, je vais vous le faire. Vous allez voir, je suis chiche. Pourquoi vous envoyez des députés à l'Union européenne? Alors vous voulez sortir avec l'article 50, vous aimez bien le répéter cet article, alors vous avez vu, je l'ai presque appris par cœur, vous m'avez fait même faire des devoirs. Donc ce que je veux dire par là, M. Asselineau, c'est que je n'imagine pas la France, à mes yeux, et puis en plus on parlera du Brexit, mais j'imagine pas la France sortir de l'Union européenne. Moi je suis né européen, vous voyez, moi je suis né en 1987, pour moi l'Europe c'était déjà fait, et puis j'aime beaucoup voyager partout en Europe sans visa, avoir une seule monnaie et me balader. Alors j'imagine qu'il y a d'autres soucis, mais pour un jeune comme moi, je peux vous assurer, j'ai 30 ans, alors je peux dire que je suis jeune, je peux vous assurer que c'est une bonne chose. Mais regardez le Brexit. Je vais vous parler d'un sujet, j'en suis sûr que vous avez déjà entendu, les pêcheurs français. Vous imaginez un petit peu le conflit qu'il y a maintenant avec le Brexit, c'est que les pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher. Enfin, du moins, ils ont peur de ne plus pouvoir aller pêcher sur les zones anglaises pour récupérer du poisson, alors que le poisson... Les Anglais sont très satisfaits, les pêcheurs anglais, mais ils savent très bien que leur poisson est revendu 80% à l'extérieur du royaume. Donc, l'idée de dire, vous avez vu, là on avait des accords commerciaux, c'était très intéressant, mais si le Brexit, si les Anglais durcissent le ton et qu'ils refusent que les Français aillent pêcher dans les eaux britanniques, ça fait plus de 1000 emplois qui vont être perdus. 1000 emplois pour des pêcheurs. Et vous savez que ce sont des zones où on ne retrouve pas de l'emploi aussi facilement en toquant à la porte du voisin ou en traversant la rue. Donc, c'est une solution qui peut être désastreuse aussi pour notre économie sur certaines zones, sur certains secteurs. Là-dessus, on peut être d'accord. Alors, vous avez abordé 3 sujets, j'ai donc 3 choses à laquelle je dois répondre. Je sais que je suis pas facile. Non, parce que vous sautez d'un sujet à l'autre. Premièrement, vous m'avez reproché de vouloir présenter une liste aux élections européennes alors que nous voulons sortir de l'Union européenne. Comment Nigel Farage s'est-il fait connaître ? Justement, en étant élu député européen. C'est justement parce que le mouvement UKIP s'est fait connaître, a proposé aux Britanniques la sortie de l'Union européenne, a diffusé ses thèses, que petit à petit, le Parti conservateur britannique a été grignoté électoralement, que le Premier ministre de l'époque, David Cameron, a été obligé, au moment des élections générales, de prendre l'engagement, pour conserver ses électeurs, d'organiser un référendum sur le Brexit, et c'est comme ça que le Royaume-Uni est sorti. Donc, nous avons exactement une stratégie en la matière comparable à Nigel Farage, même si nous avons
des programmes qui sont différents sur toute une série d'autres choses. La stratégie qui consiste à être présent au Parlement européen pour avoir de la notoriété et pour faire connaître l'UPR. J'ajoute que vous me reprochez ça, mais pourquoi est-ce que vous ne reprochez pas à Macron et à En Marche, qui veulent, c'est pas moi qui le dis, c'est Aurélien Taché, porte-parole d'En Marche, qui a dit qu'il voulait transférer toute la souveraineté de la France à l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'ils se présentent aux élections en France? Il faudrait qu'ils ne se présentent qu'aux élections européennes à ce moment-là. Donc eux sont tout aussi condamnables que moi. Là-dessus on est d'accord, mais ne dites pas ce que je dis pas. Donc on est d'accord sur le fait qu'un parti politique doit se présenter aux élections, c'est normal, de même que le Parti communiste français jadis qui voulait abolir la démocratie bourgeoise se présentait aux élections de la dite démocratie bourgeoise, il avait bien raison. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que vous avez évoqué avant le Brexit et les pêcheurs, c'était, je ne me rappelle plus ce que vous aviez dit. Allons sur la pêche. Bon, alors allons sur la technique, pêche. On a d'autres sujets à aborder. Voilà. Je trouve assez extraordinaire que... ah oui, si, vous m'avez dit que vous étiez européen et que vous pouviez vous promener à travers toute l'Europe avec l'ironie. Le vrai sujet, c'est les pêcheurs. D'abord, je vous signale que à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des pays qui ne sont pas dans la zone euro. Il y en a qui ne sont pas dans l'espace Schengen. Et puis, je vous signale que lorsque vous allez en Suisse, c'est pas dans... ou quand vous allez aux États-Unis, ou quand vous allez au Maroc, c'est pas la mer à boire. En réalité, le fait de franchir une frontière et de présenter un passeport, une pièce d'identité, ou le fait de glisser une carte bancaire dans un distributeur pour avoir des billets, c'est le lot commun de l'ensemble de l'humanité. Et même l'Europe est magnifique, vous pouvez pas dire le contraire. Non, l'Europe n'est pas du tout magnifique. Mais quand je vous dis mais c'est l'un quand même des seuls continents où on a réussi à réunir 28 États démocratiques. Il y a nulle part ailleurs dans le monde quelque chose qui ressemble à l'Europe. Non, mais heureusement, d'ailleurs, les gens n'en veulent pas. D'ailleurs, l'Europe est en train de se détruire. Certains essaient de rentrer dans l'Europe. Non, parce que... On a une liste d'attente. Oui, ce sont ceux qui veulent avoir les subventions européennes. C'est-à-dire se payer par l'Allemagne et la France. Mais en réalité, vous savez, il y a quelque chose qui est très désagréable en fait chez les européistes, c'est qu'ils se préfèrent. On n'est pas non plus une race, vous savez, on communique pas tous ensemble. Non. Moi, je vous dis, parmi les arguments des pro-européens, ils utilisent des arguments du style, vous vous rendez compte, on a un niveau de vie ici, on est les premiers, c'est la première puissance mondiale. Et économique, c'est vrai. Mais grâce à quoi? Ils disent pas de bêtises. Non, grâce à l'antériorité, grâce aux États antérieurement, mais toute leur action est en train justement de détruire tout ça. C'était le continent où il y avait le plus de liberté, c'est un continent qui est en train de virer à la surveillance généralisée et au totalitarisme. On le voit en France, notamment dans les médias, et pas qu'en France. C'est un continent où il y avait... c'est un continent qui avait inventé le droit du travail, les syndicats, etc. On est en train de tout démolir. On est en train de démolir le niveau de vie depuis que l'on construit l'Europe. Donc n'attribuez pas à l'Europe... C'est peut-être aussi des choix français. Je veux dire, en Allemagne, ça fonctionne très bien. Il y a des États où ça fonctionne très bien, monsieur Asselineau. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Laissez-moi parler, c'est assez difficile si vous m'interrompez tout le temps. Non, je crois que votre temps de parole, il est respecté à Radio Soleil. Non, mais attendez, vous ne me laissez pas terminer. Je vais vous répondre encore. Je vais vous répondre encore. Non, ça se passe très mal dans toute une série d'autres pays, y compris d'ailleurs en Allemagne où ça ne se passe pas bien. Et l'Allemagne se porte moins mal que les autres en matière industrielle, en matière de commerce extérieur, parce qu'ils ont fait des efforts considérables pour peser sur les salaires notamment, vous avez des jeunes diplômés qui gagnent 2 euros de l'heure. Bon, j'ajoute que par ailleurs, l'Allemagne bénéficie de l'euro qui est sous-coté par rapport à ce que serait le Deutschmark, alors que nous avons un euro qui est surcoté par rapport à ce que serait le franc. Donc nous n'arrivons pas, parce que nous n'avons pas la même compétitivité que l'Allemagne, tout le problème est là. Je voudrais terminer sur ce que vous disiez sur le Brexit, parce que vous avez cité le problème effectivement des pêcheurs. Mais c'est un problème qui concerne la France. Oui. Parce que moi, on nous a expliqué que le Brexit, ça allait être l'abomination de la désolation pour les Britanniques. Et que les scénarios catastrophes. On nous a expliqué ça au moment du référendum. Je me rappelle, il y avait Madame Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, qui était allée expliquer que si jamais les Britanniques votaient pour le Brexit, dans les semaines qui allaient suivre, parce que maintenant, on nous dit oui, mais ils sont encore dans... Non. Dans les semaines qui allaient suivre, on allait assister à un effondrement de l'économie britannique, on allait avoir un effondrement du PIB et que même M. Macron,
avait indiqué qu'il y aurait des centaines de milliers de réfugiés économiques qui viendraient en France. Je me rappelle même que la région Picardie avait fait des encarts publicitaires dans des journaux là-bas, locaux, en disant qu'ils accueillaient bien bénévolement tous les gens qui fuiraient le Royaume-Uni. On avait évoqué 300 000 personnes quittant la City. D'après le Financial Times, qui est la bible des marchés financiers, de juillet dernier, en fait, de 300 000 personnes qui quitteraient la City, il y en aura peut-être 2000. C'est-à-dire un facteur 1000 en moins. Et puis, on est en train de se rendre compte que puisque les Européens, la Commission européenne a voulu être très sévère avec les Britanniques, que par ailleurs, Madame May, elle n'était pas pour le Brexit. Donc on a fait négocier le Brexit du côté de l'Union européenne par des gens qui n'en voulaient pas, et du côté britannique par une première ministre qui avait appelé à voter contre le Brexit. Donc c'était quand même un peu singulier. C'est comme s'il y avait en France un référendum sur le Frexit, que 52% des Français veuillent voter pour le Frexit, et que celui qui est en charge de l'organiser, ce soit Macron qui avait appelé à voter contre. Vous imaginez, c'est exactement la situation dans laquelle se sont trouvés les Britanniques. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, probablement, il va y avoir la sortie le 29 mars sans aucun accord. Et moi, je me suis renseigné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va donc se passer de si catastrophique ? Mais pour nos pêcheurs, allez-y, sur nos pêcheurs, c'est important. Mais j'ai découvert... C'est 1000 emplois, plus de 1000 emplois. Oui. Je crois même on parle de 5000, mais ce que j'ai découvert, c'est que le problème, c'est pour les pays restants. Il y a un problème beaucoup plus important que celui que vous évoquez, c'est que Dominic Raab, le ministre du Brexit, qui a claqué la porte lorsqu'il a vu que Mme Theresa May voulait faire cet accord où en fait l'Angleterre sortait sans en sortir, Monsieur Dominic Raab, ministre du Brexit, il avait dit quand il était ministre, s'il n'y a pas d'accord, nous ne paierons pas les 44 milliards d'euros qu'on nous demande. Ça veut dire que s'ils mettent cette menace à exécution, ça veut dire qu'il va y avoir un manque à gagner de 44 milliards d'euros dans les recettes de l'Union européenne. Et comme la France, qui a 17% du budget, quand le Royaume-Uni sera sorti, va monter à 20%, on risque, nous, de se voir taxer de 8 à 9 milliards d'euros supplémentaires. C'est, paraît-il, ce que M. Macron est en train d'essayer de dégager comme marge budgétaire pour les gilets jaunes. Et quand vous regardez petit à petit toutes les choses, vous vous rendez compte qu'en fait, la terreur des européistes, c'est qu'il va y avoir le Brexit sans accord, et on va se revoir 1 an, 2 ans après, et on va voir que le Royaume-Uni se porte beaucoup mieux que tout le monde. C'est ça la terreur. Rose. Oui, alors on parle beaucoup d'Europe parce que c'est les prochaines élections, mais vous nous avez dit que l'UPR s'était présenté à toutes les élections, que ce soit les municipales, les présidentielles. Et donc du coup, je vais faire un petit peu le focus sur la France avant de parler d'Europe. J'aimerais savoir quel est votre programme, et notamment en termes d'emploi, et notamment sur les QPV qui aujourd'hui ont du mal à émerger. Alors Macron, clairement, les a mis de côté avec un faux plan banlieue. J'aimerais savoir ce que vous proposez en termes d'emploi, de formation, pour essayer d'émanciper ces territoires. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que tous les plans emploi, ce sont des cautères sur des jambes de bois, comme on dit. Voilà. Il y a un joli proverbe chinois qui dit se gratter des mangeaisons à travers une botte. Le problème numéro 1 que l'on a sur l'emploi en France, c'est que nous avons une monnaie qui est surcotée. C'est-à-dire que la compétitivité de l'économie française n'est pas la même que la compétitivité de l'économie allemande. Juste un petit mot, je vous coupe et après je vous laisse terminer. Sauf sur... Regardez, je sais, j'ai regardé une de vos vidéos où vous comparez la Mercedes et la petite Renault. Mais regardez, le marché du luxe se porte très bien en France. C'est-à-dire qu'on peut aussi profiter de cet euro. Oui. Donc c'est pas dans tous les secteurs. Non, vous avez raison. Je vois que vous avez vu ma conférence qui s'appelle justement. C'est une très. Vous m'avez googlisé. J'ai regardé vos conférences. Eh bien, effectivement. D'ailleurs, je crois même que je le signalais, c'est qu'effectivement nous avons des niches, comme on dit en économie. Nous avons quelques pans de l'économie, notamment effectivement l'industrie du luxe, qui est en fait insubmersible et qui n'a pas la même élasticité, comme on dit, en fonction du. Voilà, en gros, plus un sac Vuitton est cher, et plus il se vend. On peut dire les choses comme ça. Oui. C'est-à-dire que si l'euro est trop cher pour 90% de notre production, effectivement, dans l'industrie du luxe, ça n'est pas le cas. C'est au contraire, d'ailleurs, ça contribue à l'effet de luxe, et donc, effectivement, il y en a. Mais bon, le problème, c'est que toute l'industrie française, c'est pas l'industrie du luxe. L'agriculture non plus. Les services non plus. Voilà, donc je ne dis pas que tous les secteurs sont pénalisés, mais la grande majorité des secteurs sont pénalisés. Quel est votre programme si on ne sort pas de l'Europe ? Attendez, le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons affaire à une hémorragie permanente
d'emplois avec des délocalisations qui sont dues au fait qu'il y a une totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. Oui. Les délocalisations, ça n'existait pas sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard. Ça a commencé à partir de l'acte unique de 1986, et ça a été gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992, avec l'article qui maintenant s'appelle l'article 63, de toute restriction au mouvement de capitaux est interdite entre les États membres et entre les États membres et les États tiers. Ça veut donc dire que, en fait, les Français, comme c'est d'ailleurs vrai de l'ensemble des pays de l'OCDE, des pays de l'OCDE, parce que la situation n'est pas brillante aux États-Unis, pas brillante non plus au Japon, mais en France, ça prend des allures cataclysmiques, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise se sont délocalisés dans des pays à très bas coût de salaire, et même pas seulement au sein de l'UE, parce que certains pourraient dire, mais ça va faire, on va être tous copains au sein de l'Union européenne. Non, l'article 63 précise bien que toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux est interdite entre les États membres, mais aussi entre les États membres et les États tiers. C'est pour ça qu'il y a les propositions. Les propositions, c'est que vous interdisez les délocalisations. Nous interdisons la libre circulation. Nous rétablissons le contrôle des mouvements de capitaux, ce qui existait jusqu'en 1986 et ce qui existe dans la quasi-totalité des pays du monde hors OCDE. C'est-à-dire, regardez pourquoi est-ce que le sous-continent indien, l'Asie du Sud-Est, la Chine se développent. Ce sont des pays qui contrôlent leurs mouvements de capitaux. Moi, je dis les patrons ils parlent plutôt de pression fiscale. Ils disent qu'il y a trop de pression fiscale en France et que c'est pour ça qu'ils quittent la France. Ils ne nous expliquent pas que c'est l'euro leur gros problème. Ce qu'ils leur expliquent, c'est que l'État taxe trop. C'est ça le gros souci. Oui, mais Google et Amazon sont très bien en France. Mais c'est pas parce qu'ils disent ça qu'ils ont forcément raison. Parce que par ailleurs, ils ont soutenu l'euro. Moi, je dis que si demain, par un coup de baguette magique, on ne mettait 0 € d'impôt, c'est-à-dire, il n'y aurait plus de... Bon, ça n'est pas possible, vous imaginez, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de... Non, mais en plus, c'est pas notre... Mais on mettait 0% d'impôt, c'est-à-dire que les salaires, il n'y aurait plus de cotisation sociale. Bon, on aurait, au lieu de quelqu'un qui est au SMIC, qui gagne 1100 € net, 1450 € brut, et peut-être 1800 € pour un chef d'entreprise, il le paierait, en fait, 1150 €. Eh bien, même ceci ne suffirait pas du tout à rendre compétitif le salarié français au SMIC par rapport à celui qui travaille au Bangladesh ou qui travaille en Birmanie ou qui travaille au Vietnam. Parce qu'il n'y a pas de droit de travail là-bas. Justement, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que c'est de la pure folie que de faire de la libre circulation totale des mouvements de capitaux et du libre-échange avec des pays dont les différences de coûts, de coûts sociaux... Pourquoi vous ne le dites pas qu'on vit au-dessus de nos moyens en France, que les dépenses publiques explosent, qu'on n'a pas assez de recettes? Pourquoi vous ne le dites pas simplement qu'il y a trop une grosse pression fiscale sur les entreprises, aussi bien sur les Français, que ça peut se passer mieux dans d'autres pays? Et je ne vais pas prendre toujours l'exemple de l'Allemagne, il y a d'autres pays qui ont moins de pression fiscale. C'est pour ça que des entreprises se dirigent vers l'Espagne ou vers même peut-être des fois le Portugal. Donc pourquoi vous ne dites pas simplement qu'il va falloir aussi que nous, les Français, on travaille sur notre système à nous, sur notre système financier, que c'est pas toujours la faute de la BCE, que c'est pas toujours aussi la faute des méchants européens. Ça peut être aussi notre système à réformer. Alors je redis à l'évidence, vous n'avez pas entendu, donc je vais redire ce que j'ai dit. Si, je vous écoute, si on supprimait toute pression fiscale en France, nous ne serions de toute façon pas compétitifs avec 80% des pays du monde. J'ajoute aussi autre chose, c'est que vous nous citez des exemples dans un sens, mais pas dans l'autre. Les pays qui ont les plus fortes pressions fiscales au monde, c'est la Norvège, la Suède, ce sont les pays scandinaves, qui se portent beaucoup mieux que nous et qui n'ont pas l'euro. Petit détail. J'ajoute par ailleurs que la pression fiscale, ça veut dire, c'est un degré de socialisation de la société. Actuellement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, depuis 2 mois et demi, la France, elle est, tous les samedis, elle est quasiment à feu et à sang. Je l'ai plus que remarqué. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, les Français, vous savez, je vais vous faire un grand aveu. Les Français, ce ne sont pas des Américains. Nous avons en France un vieux pays qui remonte à 1500 ans d'âge si on monte au baptême de Clovis. Oui. Nous avons un pays où en France, parlez-en avec Emmanuel Todd, un pays où on est anthropologiquement égalitariste. Les Français, du point de vue historique, ont besoin d'un État central qui assure la justice sociale. Nous n'avons pas la même mentalité que les anglo-saxons. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça. Il n'en demeure pas moins qu'en France, les Français n'admettent pas. On a un destin européen. Non, mais ça c'est vous qui le dites. On a la même histoire. Vous êtes remonté à Clovis. Je ne vais pas vous faire l'histoire des rois d'Europe. Clovis, c'est l'histoire de France. Non, mais je me mets juste à la place des auditeurs, ou en tout cas de ceux qui ont envie d'être convaincus par votre discours, et dire, mais ok, mais comment M. Asselineau va créer de l'emploi?
Justement. Mais enfin, j'en crée justement en sortant de l'Union européenne. Oui, mais voilà. Oui, mais alors du coup, c'est votre seule solution. Là, je vous dis, si demain vous gagnez, je sais pas moi, une mairie, d'accord ? Vous gagnez une mairie, vous gagnez un département. Qu'est-ce que vous mettez en termes de propositions pour pouvoir favoriser l'emploi ? Si vous n'allez pas, en tant que président d'un département, en tant que maire, vous ne pouvez pas agir sur l'Europe. Non, mais de toute façon, les autres. Donc, mais attendez. On part de ce qui existe déjà. Donc aujourd'hui, l'Europe existe. Vous ne pouvez pas en sortir, en tout cas sur les prochaines années. D'accord. Donc, mais mais attendez, on va en sortir rapidement. Mais on va pas fantasmer sur une sortie de l'Europe. Je vous parle d'aujourd'hui. Demain, vous gagnez des élections sur des mairies, sur des départements. Quelles sont vos propositions ? Moi, j'ai du mal à saisir vos propositions concrètement. Mais d'abord, là, on a d'autres propositions que celles concernant l'Europe, que celles concernant le chômage. Par exemple, un référendum d'initiative populaire que je propose depuis 7 ans. S'agissant des collectivités locales, par exemple, j'ai dit et redit notamment pendant les élections présidentielles que nous voulons mettre un terme immédiat aux fusions forcées de communes, qui d'ailleurs nous sont réclamés par l'Europe, que nous voulons en revanche avoir des référendums locaux pour demander aux gens ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent ou non fusionner, mais aussi avoir beaucoup plus souvent recours à la démocratie locale sur le terrain. Ça fait partie de... Mais je vais vous dire très clairement que si un jour, en 2020, nous avons quelqu'un qui est élu maire d'une ville, eh bien, il ne pourra pas faire autre chose que ce que font les autres, c'est-à-dire du bricolage pour l'emploi, parce que vous avez la différence, je suis désolé, c'est un tout petit peu technique, entre ce qu'on appelle la microéconomie et la macroéconomie. Vous pouvez toujours trouver une petite formule qui va, vous allez donner des 3 francs 6 sous à des gens pour qu'ils aient un petit emploi, mais vous ne réglerez pas le problème global de la France sans avoir des mesures globales, et ces mesures globales ne peuvent pas être réglées dans le cadre de l'Union européenne. C'est-à-dire que la politique actuelle, tout parti politique confondu qui reste dans l'Union européenne et dans l'euro, inévitablement, c'est d'aller vers l'appauvrissement des Français. Je l'ai dit depuis 12 ans, je l'ai dit au moment de l'élection présidentielle, maintenant nous avons la crise des Gilets jaunes qui explose, et cette crise, elle va faire que s'approfondir parce que M. Macron, avec ses rodomontades, il n'a aucune autre solution à proposer en réalité aux Français que d'aller vers l'appauvrissement continu, notamment de la classe moyenne. Bon, je reprends la main. Tu as terminé, Rose. Bien sûr, je ne vais pas donner l'impression de censurer. Non, ça va. Moi, je me victimise pas. Tout va bien. Non, mais d'accord. Alors, justement, je reviens un petit peu sur les élections européennes. Je rappelle d'ailleurs qu'elles vont se dérouler du 23 au 26 mai de cette année. Pour ce qui concerne la France, ça sera le 26 mai. Le 26 mai, pardon. Ouais. Merci de me reprendre. Oui, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, c'est un petit détail, mais ce qui montre, c'est que à l'intérieur des pays d'Europe, personne n'est d'accord pour le même jour. Parce que les Français votent toujours le dimanche, alors qu'il y a des pays où ils ne votent jamais le dimanche. Voilà. Donc, alors c'est pour ça que je prenais de la hauteur. Vous voyez, j'étais au niveau européen, donc ça se déroule du 23 au 26 mai. Par contre, les résultats sont donnés au même moment. Non, je crois pas. Non, ils sont justement. Non, mais de toute façon, comme tout le monde se fiche de ce que votent les Lituaniens en France. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, mais là-dessus, joli pays au demeurant. Mais peut-être qu'ils payent moins que les Français. Alors, je voulais vous faire réagir. Ils reçoivent de l'argent des Français. Alors, justement, ce que j'entends ici ou là, c'est justement la capacité que peut avoir un parti comme l'UPR à exercer le pouvoir. Je voulais vous faire réagir sur les propos. Donc, c'est un article de Libération du 25 janvier dernier, un article de Jean Quatremer, donc qui est correspondant Libé à Bruxelles. Donc, je vous le lis, puis vous me dites ce que vous en pensez. Donc, on arrive. Le slogan de campagne du Rassemblement national pour les élections européennes du 26 mai laisse penser que pour la première fois, des eurosceptiques et des europhobes vont faire leur entrée au Parlement européen, voire emporter la majorité. En réalité, il s'agit surtout de faire oublier qu'ils sont déjà largement représentés, mais qu'ils ne pèsent rien, faute d'avoir été capables de s'unir, et qu'en conséquence, leur bilan est nul. Entre guillemets, les députés européens populistes sont des députés de session plénière, là où les télés peuvent filmer leurs coups de gueule, pas de commission parlementaire, là où le vrai travail se fait. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça ? Non, par rapport à ces propos. Donc, écoutez, d'abord, M. Jean Quatremer est quelqu'un qui est absolument odieux. Si vous avez lu les propos qu'il a tenus sur les gilets jaunes, c'est de l'eurofascisme. C'est vraiment du style, c'est un peu du niveau de Luc Ferry, quoi. Faut tirer dans le tas. C'était de ce niveau-là. Monsieur Jean Quatremer est un menteur professionnel. Il m'avait invité au Parlement européen où on avait débattu. Il m'avait traîné plus bas que terre parce que j'avais dit que Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne,
était un nazi. Il m'avait dit c'est une honte, etc. Manque de peau. Il y a un livre qui vient de sortir d'un universitaire en Allemagne qui est sorti en janvier 2018. Ça s'appelle Walter Altstein, ein Wegbereiter Europas, parce que moi je parle un peu l'allemand. Ça veut dire quelqu'un qui défriche les chemins de l'Europe. Il est dans cet ouvrage, il y a la carte, le scan de la carte numéro 310 212 de Walter Altstein, le premier président de la Commission européenne qui était membre du parti nazi, carte numéro 310 212. Alors, monsieur Jean Quatremer, en fait, les gens rigolent, même à Libération, d'ailleurs, ils ont été obligés de se dissocier, ce qui est rare, le journal Libération a été obligé de se dissocier des propos incroyables qu'il avait tenus sur les Gilets jaunes. Alors maintenant, moi, ce que je vais dire à monsieur... Sur votre capacité à exercer le pouvoir. Moi, je ne suis pas du Rassemblement National, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Non, mais moi, ce que je vais dire à ce monsieur, comme d'ailleurs à toutes les personnes qui m'avaient attaqué... Il parle des eurosceptiques. Oui, mais moi, nous ne sommes pas eurosceptiques. Moi, je suis... c'est comme ça un petit peu qu'on vous présente. Mais vous savez pourquoi on parle de sceptique ? Vous savez quand est-ce qu'on parle de sceptique en français ? Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais europhile. Non, je ne crois pas. Non, j'ai dit européiste. Ah oui, européiste. Autant pour moi. Non, eurosceptique, le scepticisme, c'est une question de foi religieuse. Oui. Bon, par exemple, on n'est pas franco-sceptique, on n'est pas maroco-sceptique, on est français, on est marocain. Dire eurosceptique, c'est comme être européen convaincu, c'est l'antithèse de européen convaincu. On voit que ça n'est pas du domaine de la réalité, c'est du domaine du fantasme. Nous ne sommes pas eurosceptiques, nous sommes contre la construction européenne. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Et moi, ce que je vais dire à monsieur Quatremer... Oui, la capacité à exercer au Parlement européen, mais de toute façon, en cas d'élection de députés UPR. Tout le monde sait que le Parlement européen est un Parlement assez croupion, même Giscard d'Estaing l'a avoué il y a quelque temps, le vrai pouvoir est à la Commission européenne. Donc tout ça, ça coûte des milliards pour faire semblant qu'il s'agit d'une démocratie, ce qu'elle n'est pas. Mais moi, je vais dire à monsieur Jean Quatremer, comme à toutes les personnes qui m'avaient attaqué au début de 2017, je vais leur dire quel effet ça fait de penser comme Madame Le Pen. Parce que Madame Le Pen, elle est pour l'Europe et pour rester dans l'euro. Donc elle est du même avis maintenant que monsieur Quatremer. Donc je vais demander à tous ces gens qui m'avaient attaqué en 2017 sur le fait que je parlais comme Madame Le Pen, non, Madame Le Pen maintenant elle parle comme Jean Quatremer, elle est pour l'Union européenne et pour l'euro, monsieur Mélenchon aussi. Nous sommes le dernier mouvement politique et, à mon avis, le seul vrai sur lequel les Français peuvent compter, à être très clair sur ce sujet depuis le début. Nous sortirons de l'Union européenne et de l'euro. Alors, pour continuer sur les élections européennes qui se dérouleront donc très prochainement, donc est-ce que vous pensez que votre situation actuelle est meilleure en tout cas plus favorable que la précédente élection européenne de 2014 ? Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, parce qu'en 2014, vous avez rappelé tout à l'heure, je crois qu'on devait avoir 5 à 6 000 adhérents. Nous étions très peu connus, on devait avoir peut-être 5 à 10 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Moi, énormément de gens ne me connaissaient pas. On n'avait pas les mêmes... je n'avais pas été candidat à l'élection présidentielle. Et même pour le contexte ? Le contexte du Brexit, alors, en plus, le contexte de la... En plus, c'est-à-dire qu'en 2014, il y avait encore des gens qui pensaient une autre Europe et c'est ça. Maintenant, on voit bien que c'est l'ensemble de l'échafaudage qui est en train de s'effondrer. D'ailleurs, même Macron, il a des moments de lucidité. Je crois que lors de l'un de ces grands débats, là, c'est pas des débats, c'est des espèces de one-man show castristes où il parle pendant 7 heures aux frais de la princesse d'ailleurs, ceux qui tombent sous le coup de la loi. Il se peut que le temps de parole soit comptabilisé. Oui, mais il n'y a pas que le temps de parole, il y a les financements. Or, il a des financements de l'État qui est une institution. C'est comme ça que les comptes avaient été refusés à Sarkozy. Donc, vous savez qu'il va avoir sur le coup des gros problèmes pour les élections européennes. Il va avoir de très gros problèmes parce qu'il y a beaucoup de juristes maintenant qui sont sur le coup de cette affaire. Et des élus. Voilà. Mais je sais que lors de l'un de ces récents débats, il a dit si ça continue comme ça, avec on ne peut pas avoir d'harmonisation fiscale et sociale vers le haut, en gros, il ne faudra pas s'étonner que l'Europe explose. Donc il le sait lui-même. Vous savez, moi je connais quand même suffisamment les allées du pouvoir, parce qu'il y a ce que les gens disent devant les micros et ce qu'ils disent les portes fermées. Et les portes fermées, ils sont aux abois, en fait. En fait, ils sont aux abois. Et ce qui va être extrêmement intéressant, c'est le Brexit. Vous devriez être content, parce que je suis très content. Toute l'Europe est en train de s'effondrer, mais la réalité, c'est que ça va aux extrêmes. Non, pas forcément. Matteo Salvini, c'est pas le plus sage dans tous. Enfin, je veux dire... vous savez, moi je trouve Matteo Salvini, pour l'instant, je ne l'ai pas vu demander aux forces de l'ordre de tirer des flashballs dans la tête des gens avec une vingtaine de personnes. Il a dit des choses plus graves, il a dit qu'il fallait laisser des gens couler dans la mer. Enfin, je veux dire... Je ne crois pas qu'il a dit ça, en tout cas, je ne suis pas là pour défendre. En tout cas, je ne suis pas là pour défendre.
Merkel qui fait de l'ingérence sur l'étranger, qui commence à donner des leçons à la France. Attendez, vous plaisantez. Et Macron fait quoi toute la journée ? Quand Macron donne un ultimatum au Venezuela, il faut faire une élection dans les 8 jours, ça s'appelle quoi ? Non, Salvini n'est pas comparable à Macron, honnêtement, même si pour le coup l'ingérence... Écoutez, moi je ne peux pas que Salvini reste Salvini, ce que je sais en tout cas, c'est qu'actuellement il y a un boucher de son peuple, c'est Macron. Allez dire aux Gilets jaunes, on compte par dizaines et dizaines et dizaines les gens qui sont gravement blessés. Vous pensez que les policiers ne sont pas blessés ? Il y a un petit peu moins d'une vingtaine de gravement blessés, et puis les Gilets jaunes, ce n'est pas que la France. C'est-à-dire qu'on peut remettre un petit peu les chiffres dans le contexte. 700, enfin c'est quoi, 66 000, oui, 80 000 personnes pro-Gilets jaunes, même s'il y a une forme de sympathie pour le mouvement. 70% de la population. Il est prévu qu'on en parle des Gilets jaunes en seconde partie. On va en parler. Au niveau des sondages, on ne peut pas d'un côté dire qu'ils sont mal faits, qu'ils sont peu représentatifs, parce que 1100 personnes qui sont interrogées, pour moi, c'est pas la France. Donc moi, les sondages, je les remets en cause, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Donc voilà, sauf que les sondages dont je parlais tout à l'heure n'ont pas le même effet. Parce que là, vous avez des sondages qui vont dans le sens contraire de Macron. Est-ce que vous avez vu les questions qui sont posées ? Je suis censuré. Non, tu n'es pas censuré. C'est pour laisser aussi la priorité. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Amélia qui a rejoint le studio. C'est le moment de sa chronique. Elle va parler 5 minutes. Donc on peut quand même lui laisser ces 5 minutes à Amélia. J'ai que 5 minutes. Oui. Non. Alors Bougema, la chronique d'Amélia. Voilà, c'est important. Alors, les chroniques sur les gilets jaunes, ras le bol, ras la casquette, ras el hanout. Acte 11 des gilets jaunes. J'étais déjà fatiguée lors de l'acte 4. J'ai arrêté de suivre la série. Non mais sérieusement, ce n'est pas cool les amis, je suis en manque d'inspiration. Alors, monsieur le président de la République essaye de nous convaincre qu'il écoute son peuple, qu'il prend des mesures correctives. Mon œil. Tiens, d'ailleurs, encore un de perdu. Alors hier soir, j'étais devant mon bol de Kellogg's en train de mater une série américaine et je me demandais comment j'allais faire pour éviter de parler de l'Europe et de retomber dans le jaune ce soir. On pose le cadre. Ce soir, devinez qui est à ma droite ? Monsieur Asselineau. Bon, c'est loupé. Moi qui voulais éviter ce grand dossier. Oui, parce que moi, j'ai du mal à adhérer à la nouvelle Europe. Je ne suis pas très fan. Je suis même nostalgique de cette bellissima Italia, de la Dolce Vita. Celle où l'on pouvait se promener en étant migrant, où l'on pouvait manger des pâtes al dente pour presque rien. Matteo Salvini me fait peur aujourd'hui. Adieu les beaux défilés milanais. Sniff, sniff. Le seul truc intéressant avec cette nouvelle Europe, c'est de pouvoir se déplacer sans passeport, acheter des fringues moins chères en Espagne chez Zara, acheter des clopes moins chères en Belgique pour les copains, pouvoir se fumer un joint tranquillou en toute légalité du côté d'Amsterdam, ou encore acheter des voitures moins chères en Allemagne. Une France made in Asselineau, ça donnerait quoi ? Plus d'hamburgers, bonjour le jambon beurre. Fini les mini-shorts Levi's, bonjour le béret. Fini les films hollywoodiens, adieu Netflix, bonjour Mimi Mati, ange gardien. Bon, je caricature un peu. Non. Plus d'OTAN, autant dire que qu'on ne sera plus protégé par les gentils américains. Plus de G.I. Joe, les Russes vont nous boire cul sec. La France sera leur vodka officiel. Oh my god. Oh, plus d'anglicisme. Moi qui aimais tellement la ramener en soirée avec ce genre d'expression, dorénavant ce sera Jésus, Marie, Joseph. François, oui je l'appelle François parce qu'on est intimes lui et moi. Bon, oui, j'extrapole. C'est mon petit côté BFM. François, je l'ai rencontré avant le lancement de son parti politique. Hashtag je le connais avant vous. Hashtag et toc. Oui, François, j'étais l'une de vos étudiantes en master. Je suivais vos cours de géopolitique au sein de l'EMLV, l'école de management Léonard de Vinci à la Défense. Hashtag banlieue chic. Vous étiez déjà très pédagogue à cette époque et sans langue de bois, vous n'aviez pas froid aux yeux et je vois que ça ne s'arrange pas avec les années. Alors, gaulliste, de droite, dans les débuts, au milieu, au centre ? Au centre ? C'est déjà compliqué la politique, mais franchement, vous ne m'aidez pas, François. J'ai lu que vous étiez qualifié par certains de souverainiste, d'anti-américain et de conspirationniste. Eh bien, ça ne me surprend pas. Là, ça devient hollywoodien, très intéressant. Ça se Netflixise, j'adore. Ce qu'il se dit dans la tête d'Amélia à cet instant. J'ai arrêté de boire du Coca-Cola depuis plus d'1 an et j'allais admettre que j'avais adoré ces cours au point même de les avoir soigneusement conservés sur une clé USB depuis toutes ces années. Cela fait-il de moi une conspirationniste ou un membre refoulé de son parti ? Excitant. Suis-je dans le déni ? Amélia, tu n'as pas encore fait carrière dans les médias, ne sabote pas tout. Ne dis rien, boucle-la. Tu bois du coca, tu bois du coca, tu bois du coca. Motus et bouche cousue, entendu. Alors pourquoi tant de haine à votre égard ? Vous qualifiez l'Europe de dictature. L'univers, le monde politique français correspond selon vous
selon vous, à l'aristocratie de l'Ancien Régime. Pourquoi on vous aime ? Pour votre cyber-militantisme. Vous êtes très actif sur votre chaîne YouTube. Vous êtes un vrai résistant. Vidéos dans lesquelles vous soutenez le peuple, apportez des solutions clés en main, façon tuto pour faire bouger concrètement les choses. Et vous balancez grave. Vous vous plaignez d'être censuré par les médias ? Ben moi je comprends pourquoi. Le gouvernement, le CSA, attention les oreilles. Asselineau est dans la place. Je vous cite. Mélenchon se met à 4 pattes devant Macron. Je vous cite, qui sont les vrais opposants et qui sont les opposants de Pacotille ? Ahou, Asselineau le Spartiate. Pacotille, j'adore. Mais le meilleur est à venir. Vous dites que M. Castaner, entre ses 18 et 21 ans, était l'un des grands proches de l'un des parrains de la pègre. Tout le monde en prend pour son grade. Dans l'une de vos dernières vidéos, vous balancez les ingérences. Vous demandez qui a financé la campagne de M. Macron. Le site de l'UPR, c'est « Comment renverser le gouvernement pour les nuls » aux éditions Révolutionnaires. Vos vidéos alors, bon souvent c'est très bien articulé. Propos, graphiques économiques, preuves à l'appui, j'achète. Vous avancez des choses, vous démontrez, vous apportez des preuves. La politique avec vous, c'est comme un épisode d'Esprit criminel. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas François, c'est un politique haut en couleur. Des François présidents, on en a eu. Alors pourquoi ne pas lui laisser une chance ? François, avant de se quitter, je voulais vous faire un cadeau et vous offrir ce générique qui, je pense, pourra accompagner dignement vos prochaines vidéos. Macron, démission, gilet jaune. Vive la France et vive la République, c'était la chronique UPR. Merci Amélia. Merci Amélia, mais écoutez, je suis ravi de revoir une de mes étudiantes. Alors, vous ne m'avez pas oublié, ça fait quand même une bonne dizaine d'années au moins. Ah bah, on n'entend pas ce genre de discours. En tout cas, vous pouvez témoigner là que j'étais déjà, quand j'étais prof, je donnais des cours effectivement dans des grandes écoles ou bien à l'école Léonard de Vinci, comment dirais-je, à la Défense. Je faisais déjà des interventions sur de la prospective et sur les grandes civilisations du monde, et j'avais laissé paraître, je crois, effectivement un certain sens eurocritique. Bon, enfin, c'était quand même pas non plus des vraies tribunes politiques, reconnaissez-le. ça donnait, mais j'avais énormément d'étudiants. Enfin, franchement, les étudiants m'aimaient beaucoup. Et je sais qu'à l'UPR, on a j'ai certains de mes anciens étudiants qui ont adhéré à l'UPR. C'est amusant. Ça me touche beaucoup, en tout cas. Eh ben, c'est le moment d'émotion. Merci. Donc, il est 19h02, va marquer une première pause. Pause, la réclame. C'est comme ça qu'on dit aussi. Donc la réclame, et on se retrouve tout de suite après, sachant qu'on ouvre le standard 01 43 48 43 43 01 48 43 43. Notre invité François Asselineau, donc vous pouvez réagir tout de suite après la pub. Armozo Events présente Zaza Show à Paris. Zaza fidélise le samedi 2 février au Cabaret Sauvage à partir de 20h30. 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e. Réservation Fnac, Digitique et point de vente habituel. Infoline 07 83 12 96 19. 07 83 12 96 19. Le restaurant Sidibou, spécialité tunisienne, vous accueille au Kremlin Bicêtre. Grillade, viande et poissons, couscous, pâtes, viande à la gargoulette et d'autres plats à découvrir sur place ou à emporter. Sidibou, cadre familial, grande salle et terrasse à votre disposition. Possibilité de privatisation pour vos soirées, anniversaires et événements professionnels. Une seule adresse, 16 rue du Général Leclerc, 94 270, le Kremlin Bicêtre, sortie Porte d'Italie, ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 23h, 01 56 20 40 33. Retrouvez-nous sur notre page Facebook chez Sidibou. Génération spontanée, 18h, 19h30 sur Radio Soleil.
Allez, de retour dans Génération Spontanée, on est ensemble et en direct, il est 19h04 et on est ensemble jusqu'à 19h30, effectivement on a bien ouvert le standard, mais avant de prendre les premiers auditeurs, donc je vois que ça va très vite quand c'est vous, François Célineau, vous avez un véritable succès sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les ondes FM. Qu'est-ce que tu sous-entends, c'est que nous on n'a pas de succès? Si, bien sûr, justement, donc voilà, donc en compagnie de Malik Etou, Rosa Méziane et Amélia, avec son excellente chronique qui va peut-être passer dans la postérité. Parce que c'est une vidéo, en tout cas la vidéo va être très très écoutée, donc du moins vue et écoutée. Zut, j'ai pas filmé. Alors moi je voulais juste avant de prendre les auditeurs poser une question sur, alors c'était une de vos vidéos sur le site de l'UPR, donc le traité d'Aix-la-Chapelle. Donc Monsieur Asselineau, vous avez posté 2 vidéos au sujet de l'accord franco-allemand, la haute trahison du traité d'Aix-la-Chapelle et la propagande éhontée du service public. Pourquoi est-ce que ce traité d'Aix-la-Chapelle est une trahison au traité franco-allemand de 1963 dont il réfère comme sa continuité? Il en est l'exact opposé. En 1963, De Gaulle essaye de faire une alliance franco-allemande qui, pour découpler l'Allemagne des États-Unis d'Amérique. Et De Gaulle, dans ce traité franco-allemand de l'Élysée, parle de l'amitié franco-allemande, crée l'Office franco-allemand de la jeunesse, mais il n'est jamais question ni des États-Unis, ni du Royaume-Uni, ni du GATT, qui est l'équivalent de l'OMC d'aujourd'hui, ni de la nécessité d'être dans l'OTAN et d'avoir un marché mondial. Là, Macron fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il se met dans la main de l'OTAN, du marché mondial, et surtout, Macron va beaucoup plus loin sur 2 points, il se met... En fait, le traité franco-allemand de l'Élysée de 1963, De Gaulle essaie de mettre l'Allemagne sous sa coupe. Le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle de 2019, c'est l'Allemagne qui met la France sous sa coupe. Et notamment, Macron prend des décisions qui sont extravagantes, du style la diplomatie franco-allemande a pour objectif que l'Allemagne est un siège de membre permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto. Mais pourquoi est-ce que la France fait ça ? Et qu'est-ce que l'Allemagne nous donne en échange? Rien. Et par ailleurs, il est question de fusionner quasiment la pensée militaire et d'avoir un membre un ministre au Conseil des ministres français tous les 3 mois. Mais pourquoi la France fait-elle ça, si ce n'est que pour aller dans le sens de ce que souhaitent les Allemands, c'est de mettre progressivement la main sur notre armement nucléaire, sous couvert d'armement nucléaire européen. Et je rappelle que depuis le traité de Moscou de 1990, qui a établi la paix en Europe pour solder les comptes de 1945, l'Allemagne a interdiction pour toujours et à tout jamais de disposer d'un armement nucléaire. C'est-à-dire que M. Macron prend des décisions, c'est comme ça, par une nuit sans lune, en 3-4 jours, la représentation nationale n'a même pas pu en débattre. C'est un véritable scandale. Mais du coup, vous n'êtes pas aidé quand on entend les sorties de Dupont-Aignan et de Mme Le Pen, que vous avez dénoncé sur vos vidéos, et qu'au final, votre discours, on ne l'entend pas. Mais écoutez, je ne sais pas. On l'entend sur Radio Soleil. Moi, ce que je sais. À aucun moment, on a parlé justement des nuances que vous apportez. Mais bien sûr, mais le problème, si vous voulez, c'est que ces gens-là sont poussés par l'oligarchie. Pourquoi Mme Le Pen et M. Dupont-Aignan sont-ils montés en avant? Parce qu'ils sont excessifs, ils tiennent des propos, par ailleurs, toute une série de propos, xénophobes, notamment Mme Le Pen, que vous connaissez mieux que moi. Et donc tout ça, c'est pour caricaturer une pensée. Mais vous savez, les Français sont pas bêtes. Les 2 vidéos que vous avez citées, on en est bientôt, pour la première, on en est pratiquement à 200 000 vues. Ça commence à faire du monde. Des gens qui se renseignent parce qu'ils voient que moi, je suis, je crois, quelqu'un d'honnête, de scrupuleux, intellectuellement, et qui dit la vérité sans phare. Voilà, c'est une question d'Arnaud, je le précise. Donc voilà, donc c'était une question d'Arnaud. Donc on continue dans les questions. On accueille Teddy. Bonsoir Teddy. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Génération Spontanée de Radio Soleil. Vous nous appelez d'où, Teddy? Merci, moi je suis à Frontignan dans l'Hérault, dans le 34. D'accord, très bien, on vous écoute. D'ailleurs, je vais dire, je vais développer un petit peu, mais j'aurai l'occasion de le faire vendredi parce que M. Asselineau se rend à Villeneuve-les-Béziers et j'ai réservé pour ensuite assister à un repas à ses côtés. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de... Alors vous développerez à ce moment-là, nous, une question courte, voilà. Teddy, et merci. Alors, c'est pas une question courte en fait, c'est un avis. La vérité dure, de toute manière. Les Gilets jaunes, c'est que le début d'un mouvement qui démarre à peine, en fait. Et beaucoup de personnes se rendent compte, pas assez vite hélas, de la vérité. Et en fait, j'ai découvert François Asselineau il y a 2 ans maintenant. Et depuis 12 ans, c'est le seul homme politique qui existe qui dit la vérité aux Français avec simplicité et honnêteté. Et il a le courage de faire ça parce que malgré
les propos de certains qui sont sur le plateau, il est victime d'une censure, dont j'ai été personnellement victime aussi sur France Bleu Héros, pour pas les citer, et Sud Radio, en commentant des propos sur Facebook en bon français, sans insultes ni rien. Mais dès qu'on met Asselineau ou UPR ou Frexit, on est systématiquement censuré. Donc tout ça, ça doit cesser au plus vite. Et la majorité des Français doit être au courant de tout ça maintenant. Voilà. La mascarade a assez duré. Merci Teddy. Bon, je vais laisser François Asselineau réagir à votre intervention. Donc juste pour rappel, donc le mouvement des Gilets jaunes est apparu en octobre 2018, donc c'est pas très vieux, sur les réseaux sociaux, en appelant les citoyens à manifester contre la hausse de la taxe sur les carburants dans un premier temps, puis d'autres revendications, augmentation du pouvoir d'achat, plus de démocratie avec les fameux référendums. Et donc à partir du 17 novembre 2018, la contestation devient nationale. Donc de grandes villes, dont Paris, donc des grosses manifestations, barrières de péage, des ronds-points. D'ailleurs, on a vu des journalistes faire de l'humour en disant que quand les Gilets jaunes auront des listes, d'ailleurs ils en ont, des listes européennes, ils passeront du rond-point à l'hémicycle. Donc bon, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui attendent. Je vais prendre Frédéric. Je laisse réagir, François Asselineau. Je fais un petit point sur l'historique des Gilets jaunes. On est à la 11e, à l'acte 11, voilà, samedi prochain à l'acte 12. Alors d'abord, merci à cet auditeur que je ne connais pas, dont je me réjouis de le rencontrer très prochainement, puisqu'effectivement, je vais, à partir de demain, je suis demain à Sciences Po Lyon, et puis ensuite je descends dans le Gard et dans l'Hérault, où je fais des réunions publiques. Je le remercie de son témoignage. Vous avez vu son témoignage, c'est qu'il peut constater lui-même, au niveau local, que lorsqu'il parle dans des médias, lorsqu'il cite le mot même de Asselineau ou de l'UPR, c'est d'un seul coup, c'est le mot qu'on ne doit jamais citer. Ça prouve à quel point nous faisons peur, parce que nous disons, vous savez, la vérité, comme l'a dit très justement cet auditeur, elle a une force, c'est qu'elle dure. Et que nous, tout ce que je dis, les gens peuvent aller revoir tout ce que j'ai pu dire, notamment au moment de la présidentielle et avant, et que ça confirme les événements. Je voudrais dire quelque chose, parce que je voudrais pas que l'émission se termine avant que j'ai pu dire un petit mot quand même. Je voudrais vraiment vous remercier Radio Soleil de m'inviter. C'est une radio qui a été créée en 1981, qui est une radio communautaire, qui est une radio qui s'adresse notamment aux Français d'origine maghrébine pour faciliter leur intégration. Et je voudrais dire que dans notre mouvement politique, nous avons un pourcentage très significatif de Français issus de l'immigration, qui souvent d'ailleurs comprennent très bien et peut-être plus rapidement que d'ailleurs des Français de souche, comme on dit, la problématique dans laquelle nous sommes. Ça, c'est très très important. Et lorsque je dis que nous voulons sortir de l'Union européenne, ça n'est pas, comme le disait Amélia de façon plaisante, pour avoir le béret basque et puis la baguette de pain, pas du tout. C'est pour rouvrir la France sur l'universel. C'est que nous voulons que la France renoue avec toutes ses amitiés. Nous disons qu'il n'y a pas de raison pour que la France donne de l'argent de façon phénoménale, partage son avenir avec des pays comme la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie. J'ai rien contre, mais j'ai rien pour. Ce sont des pays qui sont en train de nous entraîner à un conflit avec la Russie. On n'y a aucune tradition, il n'y a pas de lien, alors que nous avons des liens d'amitié, c'est quand même pas ici que je vais le dire, avec les pays du Maghreb, des liens familiaux, touristiques, migratoires, commerciaux, universitaires, linguistiques, qui dépassent tout. Donc l'avenir, le 21e siècle, la France doit être en relation avec tous les pays du monde, et notamment les pays de la francophonie, qui, à notre avis, doivent être des pays que l'on doit bien plus privilégier que les pays de l'Europe de l'Est, par exemple. Encore une fois, j'ai rien contre. Mais voilà, on doit avoir des priorités qui ne sont pas celles de la construction européenne. Allez, on accueille Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où Frédéric? Je vous appelle de Istres, c'est dans les Bouches-du-Rhône. D'accord. Voilà, je vous écoute via Radio Soleil Marseille et je vous remercie de passer du rail parce que j'adore ça. Et voilà. Il n'y a que chez vous qu'on en entend. Enfin, voilà. Merci. Alors, votre intervention, votre question pour notre invité? Oui, bonsoir Monsieur Asselineau. Je vous appelle parce que j'ai vu pas mal de vos vidéos là et j'ai examiné votre dossier là demandant la destitution de Macron et je me demandais si vous étiez élu président de la République, bon évidemment bien sûr les Français vous donneraient une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, mais ça ne serait peut-être pas le cas au Sénat puisque c'est pas le même type d'élection. Et au moment où vous mettriez en route le Frexit, vous vous exposeriez par là même au fait que vous ne respecteriez pas la Constitution française, parce que il a été inscrit dans la Constitution française par vote du Parlement
et du Sénat que la France appartenait à l'Union européenne. Donc comment procéderiez-vous pour éviter que toute opposition, qu'elle soit parlementaire à l'Assemblée nationale ou plutôt même au Sénat, vous retourne contre vous l'arme que vous essayez de mettre en œuvre contre M. Macron. Alors je vous remercie. Voilà. Juste une deuxième question, c'est quand est-ce que vous allez mettre en ligne le débat que vous avez eu avec M. Étienne Chouard. Voilà. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Frédéric. Vous êtes merci, vous êtes très bien renseigné, bravo. Alors, pour la première question, vous connaissez, il y a quelque chose que je trouve formidable, c'est que, contrairement à ce que l'on dit, il y a beaucoup de Français qui s'intéressent aux questions juridiques, qui s'intéressent au fond des dossiers. Moi, j'ai publié en effet un dossier sur les 13 violations de la Constitution par Macron. Maintenant, il va falloir les topper, on en est à 15. Et je me permets de rappeler d'ailleurs que Madame Rousseff, la présidente du Brésil, a chuté après 1 an et demi de gilets jaunes tous les samedis qui manifestaient à travers le Brésil. Donc je félicite cet internaute de s'être renseigné. Je lui conseille d'aller revoir ma conférence qui s'appelle Le jour d'après, qui est en ligne depuis 2 ans, où j'ai expliqué justement ce que je ferais si je suis élu président de la République. Et l'obstacle qu'il cite, je l'avais perçu, je l'avais vu. Effectivement, dans le dos des Français, il y a eu une réforme constitutionnelle où il y a eu un article qui est, je crois, l'article 88 alinéa 2, me semble-t-il, où il a mentionné que la France fait partie de la construction européenne. Bon, mais moyennant quoi, on sait au début, il est question que la France, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et puis les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Ça veut dire que notre Constitution est devenue contradictoire dans les termes. Mais j'avais dit, et je le répète, que si je suis élu président de la République, je convoquerai très rapidement aux urnes, en même temps que les élections législatives, une consultation référendaire où je proposerai aux Français des réformes de la Constitution très, très vite, que j'avais d'ailleurs présentées, parmi lesquelles la suppression de cet article 88 alinéa 2, mais également, allez voir si ce que je dis est vrai ou faux, je peux le dire que c'était vrai, je proposais l'instauration immédiate du référendum d'initiative populaire, qui a quelques nuances par rapport au référendum d'initiative populaire d'Étienne Chouard, mais fondamentalement c'est dans la même lignée. Je proposais également une réforme drastique du Conseil constitutionnel que l'on doit dépolitiser et auquel on doit donner, qui doit être confié peut-être à des juges, ou peut-être même, j'ai effectivement eu un débat avec Étienne Chouard il y a quelques jours, je ne savais pas que cet internaute le savait, qui fait 1h40, qui est en cours de montage, et que nous allons diffuser, sans aucune coupe, que nous allons diffuser dans les tout prochains jours. Je pense qu'on va le diffuser au passage des 100 000 abonnés, puisque à l'occasion des 100 000 abonnés, nous lançons notre nouvelle chaîne, enfin c'est la même, c'est toujours sur YouTube, mais ça va s'appeler UPR TV, avec un nouveau générique, avec des nouvelles émissions. Il y aura notamment le débat avec Étienne Chouard, qui a été vraiment très très intéressant. Qui est Étienne Chouard, comme vous le reprécisez, c'est un peu Étienne Chouard, c'est quelqu'un qui est très très connu en ce moment chez les Gilets jaunes, que je connais depuis... très apprécié. Oui, moi je le connais personnellement depuis des années, puisqu'il était venu à la première université d'automne de l'UPR à Annecy, donc c'était en 2012, je crois. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Par exemple, le tirage au sort pour les députés, moi j'avais dit que je n'étais pas du tout d'accord. Il a d'ailleurs fini par évoluer lui-même. Non, parce que bien entendu, pour 90% des gens, Philippot, il a été au Front National pendant 6 ans, vice-président pendant 5 ans, il a couvert tous les dérapages du père Le Pen sur Breivik en Norvège, de cet élu qui avait comparé Madame Taubira à un chimpanzé, de Madame Le Pen qui parlait d'une armée d'occupation, il a tout couvert, il est resté vice-président. Donc il a maintenant, dans l'esprit général de tout le monde... Donc il n'aura pas sa place à l'UPR. C'est quelqu'un d'extrême droite, voilà. Non mais il n'aura pas sa place à l'UPR. Non, mais de toute façon, il a essayé de piquer l'UPR, ça ne marche pas, parce que... allez regarder les statistiques qu'il fait sur Internet, c'est zéro. Il n'est même pas capable de présenter des listes, des candidats. Il n'a pas été capable. Donc, mais c'est pour ça que vous devriez dire clairement que s'il était amené demain à vouloir être adhérent à l'UPR, que vous refusez son adhésion. De toute façon, maintenant, il n'en est plus du tout question. Ensuite, comme il a vu... comme il a vu... Non, mais je dis, normalement, il aurait été honnête, c'est ça qu'il aurait fait. Comme il a vu que ça ne marche pas, vous avez vu ce qu'il fait maintenant. Maintenant, il a déposé mon gilet jaune à l'INPI. Oui. Maintenant, il essaie de... Bon, on a ça vu va. ça. Alors,
Alors, deux choses. Parce que là, vous nous dites que Monsieur Philippot a eu une couverture médiatique sensationnelle. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le... Ok, donc il a eu une couverture médiatique sensationnelle, mais ça n'a pas beaucoup changé au niveau de vos chiffres. Donc je fais un petit parallèle avec ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que si vous aviez une couverture médiatique aussi importante que la sienne, ça pourrait ne pas... D'abord... L'argument qui va pour lui va pour vous également. Alors, d'abord, ce qui est vrai, c'est que M. Philippot, d'ailleurs je l'ai écrit dans la lettre à Mme Ernotte, depuis 1 an est passé 12 fois sur les chaînes de radio et de télévision publiques, et moi 0. Ça n'est pas normal. Mais comment vous l'expliquez ça, justement, c'est ce qu'on demande à Mme Ernotte de s'expliquer. Et on demande aussi au président du CSA. Comment vous l'expliquez, que les médias ne veulent pas vous inviter, qu'ils refusent de vous inviter par les élections Parce que je pense qu'on leur fait très peur. Parce que je pense que nous avons, comme l'a dit le premier internaute, le premier intervenant, nous avons... Ce que nous disons, c'est vrai. Et un jour, il y a un grand journaliste qui m'avait pris en aparté et qui m'avait dit « Est-ce que vous savez pourquoi on ne veut pas débattre avec vous ?» Et je lui ai dit « Mais non, mais vous allez me l'apprendre. » Et il m'avait dit « C'est parce que l'on ne sait pas quoi vous répondre. » C'est ça le problème. Sur l'Europe, vous voulez dire sur l'Europe, sur l'OTAN? Pas seulement sur l'Europe, sur les... Moi, je parle aussi des questions du constitutionnel, je parle aussi des questions culturelles, des questions d'éducation. Effectivement, pour nous, la clé de voûte des problèmes de la France, c'est notre appartenance à l'Union européen. De la même façon qu'en 43-44, du temps du Conseil national de la résistance, la clé de voûte, c'était l'occupation allemande. Mais il y a bien sûr d'autres problèmes. Une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, il y aura effectivement d'autres problèmes. Ça, personne n'en dit ce qu'on vient. Mais tant qu'on n'a pas les moyens de décider par nous-mêmes de notre politique, on n'y arrivera pas. Voilà. Et puis, s'agissant de M. Philippot, il passe beaucoup plus que moi, mais il ne passe pas non plus énormément. Voilà. De toute façon, je pense que cette affaire, si vous voulez, c'est comme... Il n'y a pas que lui, il y a aussi Poutou et Besancenot qui passent beaucoup plus que nous. Vous avez dit que vous refuseriez que M. Philippot vous rejoigne, mais parce que c'est idéologique, vous refusez que le Front National soit associé à vous? Oui, parce que je pense que de toute façon, il s'est très mal comporté. Je pense que par ailleurs, en plus, il ne propose pas la sortie de l'OTAN. Et puis je pense par ailleurs, si vous voulez, que c'est quelqu'un qui n'a pas la déontologie nécessaire. Et j'ajoute de toute façon que c'est pas moi qui déciderai, ce serait le Bureau national qui se réunirait. Et puis de toute façon, il ne l'a pas demandé. Et de toute façon, il n'en est plus question. Ça vous gêne pas de faire appel au Rassemblement national pour demander la destitution de Macron, parce que vous avez appelé à Mélenchon, au Rassemblement national. Là, je demande aux députés, je demande à des députés de la nation qui sont les membres du Rassemblement national. Donc pour des projets communs, le Rassemblement national, c'est pas grave. Mais c'est pas un projet commun. Je leur demande de se faire les représentants du peuple français, toute l'opposition. On a écrit à tous les députés, y compris les députés de En Marche d'ailleurs, parce que tous les députés devraient avoir à cœur de faire respecter la Constitution. Donc effectivement, il n'y a pas... Vous savez, moi je ne suis pas là, faut pas exagérer. D'ailleurs, moi je commence à en avoir aussi un petit peu assez sur cette histoire de Madame Le Pen. Madame Le Pen, maintenant, elle parle comme Wauquiez. Elle est même presque plus à gauche que Wauquiez, je suis désolé de le dire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, elle est pour l'Europe, elle est pour l'euro, donc arrêtez de me casser les pieds. Vous avez vu comment on essaie de... Voilà. On a exactement, elle parle comme Mélenchon, en fait. Regardez, ils sont tous les deux pour l'UE, pour l'euro, pour une autre Europe, ils veulent tous une autre Europe, très bien. Mais c'est peut-être ça, ils devraient peut-être se réunir, en fait. Mais oui, mais vous savez, je vais vous faire rire, mais ça m'est arrivé d'avoir des gens, ça m'arrive moins maintenant, mais il y a quelques années, ou il y a encore quelques mois, des gens qui m'écrivaient en disant « Monsieur Asselineau, il faut absolument que vous vous rassembliez, tous les patriotes, il faut absolument que vous fassiez alliance avec Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, et vous. » Et moi je disais, écoutez, nous sommes les derniers arrivés, commencez déjà par les premiers. Et en plus, il y a un problème entre les patriotes et les nationalistes. Vous êtes patriote, pas nationaliste. Vous savez, c'est ce que disait De Gaulle. Général De Gaulle, exactement. De Gaulle, c'était magnifique, cette parole de De Gaulle. Exactement. Il disait, nous ne sommes pas des nationalistes, disait De Gaulle. Nous sommes des patriotes et des nationaux. Il disait, un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Or, nous, à l'UPR... Et je crois qu'on l'a beaucoup montré, en tout cas moi personnellement, mais tous les gens qui nous ont rejoints, nous sommes très ouverts sur le monde. Vous avez un petit exemple. Vous allez sur notre site internet, notre charte fondatrice a été traduite en 17 langues. Qui dit mieux? Qui dit mieux parmi les autres partis politiques? Vous avez vu, j'ai fait terminer François Asselineau sur le général de Gaulle. Tu pourras pas dire que j'ai pas été ça. Non, moi je suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points, Maliki et tout. Hein, non, mais bon, c'est jamais. Alors, il nous reste vraiment quelques minutes pour la conclusion. Donc, comment vous voyez l'avenir de l'UPR? Donc, c'est vrai que c'est un parti qui est jeune. Alors, l'avenir pour l'UPR, je vais vous dire très franchement, si nous avions la couverture médiatique à laquelle nous avons droit,
Et quand je dis couverture, c'est pas seulement le fait de passer dans les médias, c'est aussi le fait que parmi les journalistes, il y ait des journalistes comme vous le faites vous-même, où vous me titillez, c'est normal, vous me posez des petites questions. Mais ça reste gentil, mais vous me laissez m'exprimer. Eh bien, si on avait ça, je suis absolument certain que notre mouvement a un boulevard devant lui. Parce que nous apportons la solution. Le mouvement des Gilets jaunes, vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un mouvement de droite, c'est pas un mouvement de gauche. Les Gilets jaunes, c'est des Français. Et vous l'avez senti, ce mouvement, vous qui courez comme ça, la France entière, avec des réunions, vous avez senti cette grogne monter ? La grogne, oui. Je ne pensais pas que ça prendrait cette formule. Je ne pensais pas que ça arriverait comme ça. Il y a des gens qui disent on va faire des listes Gilets jaunes. Mais il ne peut pas y avoir de listes Gilets jaunes, puisque parmi les Gilets jaunes, vous avez des gens qui ont des opinions très très différentes. Vous avez des gens qui sont très à droite parmi les Gilets jaunes. Il y en a qui manifestent, par exemple, pour des questions sociétales, qui sont contre l'IVG, ou qui sont pour la manif pour tous, etc. C'est le créneau sur lequel M. Wauquiez est en train d'essayer de faire avec M. Bellamy, tête de liste. Et puis, M. Wauquiez est en train de placer les Républicains à la place de Mme Boutin. Et puis, vous avez d'autres Gilets jaunes qui, eux, sont très très à gauche, qui, eux, veulent la nationalisation des banques, réinstaurer l'ISF. Puis vous en avez d'autres qui, eux, posent des questions de nature constitutionnelle sur le référendum d'initiative populaire. Donc moi, ce que je dis, c'est que fondamentalement, les Français veulent retrouver leur démocratie. Et ils ne pourront pas la retrouver tant que nous serons dans la structure européenne et euro. C'est tout. Donc, moi, je suis extrêmement confiant pour la suite des événements. De toute façon, notre mouvement politique ne peut faire que grimper. C'est d'ailleurs ce qu'il fait depuis 12 ans, à la surprise générale. Parce que quand on n'a pas d'argent, pas de soutien médiatique, pas de soutien financier, pas de soutien politique... C'est l'argent des militants et des adhérents. Uniquement, nous avons 0 € d'emprunt bancaire, 0 € de l'État. Normalement, tous les gens que j'avais connus il y a 10 ans m'ont dit « vous n'arriverez à rien ». On arrive tellement à rien qu'on est les premiers sur Internet. Merci François Asselineau. Donc Rose, un dernier mot de conclusion, il nous reste 30 secondes. Non, mais il vous a fallu 12 ans pour vous présenter au présidentiel. Peut-être que dans 12 ans, vous arriverez à être président. Un peu moins, c'est... Vous oubliez ce que c'est qu'une exponentielle. Malik et tout ? Non, moi j'étais ravi de recevoir M. Asselineau. On a pu débattre de l'Europe. La prochaine fois, je te demanderai de débattre de l'intérieur. Tu me ramèneras le ministre de l'Intérieur. Enfin, c'est agréable. Voilà, merci. Et Amélia, peut-être, parce qu'on n'oublie pas Amélia, même si on a voulu te sucrer un peu ta chronique. Enfin, je me sens jeune ce soir. Tu te sens. C'est des souvenirs d'enfance. Un plaisir. Un petit mot sur... Parce qu'on nous tous, évidemment, de passer un petit mot pour Abdeslam de soutien, d'amour. Avec un invité habituel je sais qu'il est en train de passer une spontanée. période très difficile et que voilà, Radio Soleil est avec lui, qu'on essaie de lui apporter un peu de soleil dans son cœur. On t'embrasse très fort, Abdeslam. Voilà, bon c'est terminé. Merci à Boubacar pour la mise en onde. Merci François Asselineau, Amélia, Rose et Malik Yetou. Merci Arnaud pour les questions sur le traité d'Aix-la-Chapelle, questions très techniques. Donc j'ai été assisté et aidé. Donc on se retrouve donc le 11 février pour un nouvel épisode de Génération Spontanée. On vous laisse en compagnie du journal. Bye bye.